Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour ce 10h midi et les débats reprennent. Et de quoi parlions-nous avant que de reprendre l'antenne? De l'éventuel prochain Premier ministre. Le bal des consultations continue, on va parler de la rentrée scolaire, on va parler de cet accident dramatique, cette petite fille Camilla, morte à 7 ans, fauchée par une moto, le suspect relâché. Merci la justice française, c'est en tout cas ce qu'on entend. Et on va évoquer tous ces sujets avec vous, avec Alex Darmon. Bonjour. Bonjour journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne Les Indécis, c'est sur YouTube et il y aura encore plus de débats. J'ai vu que vous l'annonciez, plus de débats et puis on va peut-être vous retrouver un peu plus souvent sur radio. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne. Bonjour Arnaud, rédacteur en chef à la revue parlementaire et politique et parlementaire. Absolument. Et je rappelle votre dernier livre. 130 ans cette année. La RPP. Oui, moi, voilà. Aux portes du pouvoir. Je les fais pas, RN, l'inéluctable victoire, qui est paru chez Michel Lafon. Non, vous ne les faites pas. Merci. Avec un point d'interrogation, et c'est toujours valable parce que la vie politique étant ce qu'elle est, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Alexandra Spinner, vous êtes enseignante et vous êtes aussi conseillère régionale d'Île-de-France, conseillère LR. Bonjour. Et Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Bonjour. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. À commencer Arnaud avec alors oui, je vais faire un coup de cœur qui est un coup de cœur un peu publicitaire. C'est le dernier numéro de la revue politique et parlementaire. Alors qui est sorti durant l'été, mais il reste d'actualité. C'était consacré au sport et à la politique en ce contexte de Jeux Olympiques qui nous paraissait intéressant de faire un dossier sur ce sujet avec plein de contributions. Un article très intéressant de l'historien Jean Garrigue sur la façon dont les présidents de la République depuis le début de la Ve République ont utilisé le sport comme élément de communication politique. Alors beaucoup plus les derniers d'ailleurs, en l'occurrence. Mais que ça commence avec Giscard déjà, qui se met en scène, vous savez, en train de jouer au football, par exemple. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré et densifié avec les derniers présidents, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Des articles aussi sur la question, bien évidemment, du sport comme enjeu dans les relations internationales. Donc, et puis aussi des points de vue qui sont intéressants, comme quoi la politique est aussi, je veux dire, un exercice sportif, en l'occurrence, avec des jeux, des positionnements, des concurrences, et puis aussi un exercice physique, parce que c'est vrai que c'est difficile la politique physiquement, il faut jamais l'oublier. Non. Voilà. Mais il y a une photo qu'on a pu voir sur les réseaux où on voit Emmanuel Macron au début de son quinquennat, de son premier quinquennat, et aujourd'hui, les photos sont assez parlantes. Ça avait été le cas pour Sarkozy aussi, qui avait gagné beaucoup de cheveux blancs, de cheveux. Exercice éreintant, physiquement, littéralement. Alexandra, vous vouliez rester dans l'univers du sport et faire un coup de cœur? Oui, moi je veux faire. Alors, j'ai dit ici combien j'étais convaincue que les Jeux Olympiques seraient une grande réussite. J'ai été beaucoup moquée ici, mais vous voyez, moi je fais mon mea culpa parce que je faisais partie des gna des peines à jouir. Et je dis bravo à Anne Hidalgo, bravo à ces Jeux Olympiques qui ont été une vraie réussite. C'est magnifique. C'est l'État, c'est la région, c'est Valérie Pécresse. Oui, c'est pas simplement. Mais alors là, moi, mon coup de cœur, c'est pour les Jeux paralympiques. Je trouve que c'est vraiment une séquence tout à fait extraordinaire. Alors moi, qui suis pas tellement passionnée de sport, je l'avoue ici, j'ai adoré les Jeux Olympiques, mais je trouve que ces Jeux paralympiques sont tout à fait exceptionnels. Ce sont des parcours de vie absolument fous. Ce sont des athlètes hors normes qui nous donnent vraiment mais ce sont des leçons de vie, ce sont des exemples. Moi, je suis fascinée de voir la ténacité, leur obstination, et puis le dépassement de soi, des espèces c'est vraiment, moi, je trouve que c'est complètement fascinant. J'espère évidemment que il y aura un héritage des Jeux paralympiques et que on aura
on aura un regard qui va changer sur le handicap. C'est ce dont on parlait avec Mathieu Lartaud tout à l'heure dans l'émission Média. Mais alors on disait aussi qu'on espérait que l'annonce de Valérie Pécresse de rendre accessible les transports, que ça ne sera pas qu'une annonce et qu'elle ira au bout de cela. De façon générale, il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Valérie Pécresse, c'est qu'elle fait des promesses qu'elle ne tient pas. Voilà, ça n'existe pas. C'est quelqu'un de très pragmatique. C'est déjà un chantier qui a été initié depuis son élection. L'accessibilité dans les transports, c'est quelque chose qui est une priorité pour nous. Et je ne peux que regretter que Anne Hidalgo ait refusé la main tendue par Valérie Pécresse pour ce projet d'ampleur tout à fait inédite, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire comment elle a refusé? Elle a dit dans une interview de l'équipe que c'était pas son affaire. Ce sont ses mots, ça n'était pas son affaire. Pourtant, c'est une proposition très équitable, puisque nous proposons que l'État prenne sa part, que la ville de Paris prenne sa part, et que la région, évidemment, prenne toute sa part. Donc, elle a balayé avec pas mal de mépris cette main tendue. Je trouve que c'est regrettable. Mais voilà, dans ce pays qui est passionné d'égalité, on n'a que ce mot à la bouche, l'égalité. Je trouve que la première rupture d'égalité, c'est le handicap. Et je rappelle ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Absolument. Parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire disponible. Et que Emmanuel Macron s'était pourtant engagé à ce que 100% de ses enfants puissent aller à l'école. Oui, alors Alex, mais vous avez raison, c'était une promesse du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il se trouve qu'il y avait un grand plan qui devait être lancé autour des auxiliaires de vie, des AESH, aux alentours de février-mars 2020, et malheureusement, c'est au moment où est apparu le Covid, et donc le plan a explosé en plein vol. Mais force est de constater qu'il n'a pas été repris en main, ce plan-là, et que vous avez raison de le dire, aujourd'hui c'est plusieurs milliers d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils ne peuvent pas être accompagnés dans les salles de classe. Jean-Christophe, vous vouliez réagir sur les JO ? Sur les JO, je pense que c'est vraiment l'extraordinaire réussite, effectivement, qui est liée à quelque chose qu'on n'avait pas forcément bien vu, je suis assez d'accord, qui avait été dominé aussi par l'idée que l'enjeu c'était sécuritaire. Oui, absolument. Et donc on avait été complètement baigné dans cette histoire, voilà, attention, voilà, on est dans un contexte difficile et ainsi de suite. Donc finalement, et puis la mobilité, et puis voilà, donc la mobilité, alors ça c'est la région, en grande partie, il y a quelque chose qui a été assez extraordinaire. Les transports, ça a été une réussite incroyable. Les athlètes, les lieux, je vais vous dire, moi j'ai eu un coup de cœur pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Je veux dire, c'est la même équipe. J'ai pas été à 100% séduit par celle des Jeux olympiques classiques, mais là pour le coup, j'ai trouvé que ce message incroyable et qui était raconté comme de la discorde à la concorde. J'ai trouvé ça un peu facile. Et en fait, en réalité, c'était fabuleux. Et donc, ce qui est important, c'est de voir à quel point ça mobilise chez les jeunes gens et chez tous les autres une envie de faire du sport. Et au-delà du sport de haut niveau qui finalement fonctionne plutôt pas mal, regardez les sports co et ainsi de suite en France, il y a un besoin, je pense, alors pour le coup, je me tourne vers le conseil régional, même si c'est pas complètement sa compétence, c'est, voilà, ouvrons les lieux, ouvrons les capacités, facilitons l'accès à la fois aux valides et aux non-valides, puisque là, en l'occurrence, quand on dit, voilà, et tout le monde est là-dedans, tout le monde est pour sur le cette même sport table. en Ile-de-France. Et ça, c'est un point en France où il faut plus davantage sur l'idée que le sport est plus accessible et plus mobilisé. Je parle pas du sport d'élite, mais parce que pour qu'il y ait des sports, pour du sport d'élite et du sport professionnel et tout ce qu'on veut derrière, il faut qu'il y ait beaucoup de pratiques en bas. Et aujourd'hui, il faut ouvrir encore davantage ça. Et ça, c'est le message, qu'il y a des envies de partout qui montent. Et nous, on fait des investissements très importants pour que la pratique du sport soit accessible partout sur le territoire francilien. Mais c'est ça, et c'est un peu le problème, c'est que ce soit partout en France. C'est ce que disait Mathieu Lartaud tout à l'heure, c'est qu'un jeune, si on parle du handicap, qui veut pratiquer un sport avec son handicap, il faut qu'il aille à plus de 50 km de chez lui. On se retrouve dans un instant après le journal avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons tenter de nous mettre d'accord dans ce studio avec Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne de débat, Les Indécis. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire qui fête ses 170 ans. Non, 130 ans. Ne nous vieillissez pas plus que nous le sommes déjà. 130 ans, c'est déjà pas mal. 130 ans, c'est parce qu'un auditeur me disait qu'il trouvait qu'Emmanuel Macron faisait plus
70 ans. Aujourd'hui, j'ai confondu. Et je rappelle votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, paru chez Michel Lafon. Alexandra Spinner, vous êtes enseignante et conseillère au Conseil régional d'Île-de-France. Et Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. On va parler évidemment de la nomination de ce nouveau Premier ministre qui n'est pas encore arrivé. Alors, il semblerait qu'Emmanuel Macron ne veuille pas polluer la rentrée. Donc il y a eu les Jeux, maintenant il y a la rentrée. Y aura-t-il une surprise? On va essayer d'en parler. On va parler de la rentrée scolaire et puis de ces délits de fuite et de ces chauffards qui sont assez nombreux et peut-être pas assez punis. Bref, beaucoup de sujets à commenter avec vous aujourd'hui. Alex, vous vouliez revenir, vous, sur la mort atroce de ces 6 otages en Israël et des manifestations anti-Netanyahou. On a vu des images incroyables hier soir de mobilisation. Oui, je vais vous dire, je suis dégoûté ce matin en fait. Valérie, ça fait 11 mois que le 7 octobre s'est déroulé. Dans un mois, ça fera 1 an. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion parce que j'ai eu malheureusement la chance de rencontrer les parents d'un des otages qui a été assassiné, c'est le mot qu'il faut employer par les terroristes du Hamas ce week-end. Oui, assassiné parce que tué à bout portant. À bout portant de plusieurs balles. Ouais. Ces jeunes, parce qu'ils étaient jeunes, le plus vieux avait je crois 33 ans, ont tenu 11 mois dans les tunnels du Hamas. Et puis parce que Tsahal, l'armée israélienne, pouvait se rapprocher d'eux pour les libérer, ils ont été abattus au lieu de les libérer. Ça fait 11 mois, Valérie, 11 mois que ces otages, que ce pays, ce tout petit pays Israël, est du mauvais côté de l'opinion. Ça fait 11 mois qu'on doit s'excuser, que ces otages doivent demander la patience, la pitié des gens. Ça fait 11 mois, et je vous le dis vraiment parce que j'ai vu ces parents de Hersch Goldberg, Pauline, qui étaient là, qui pleuraient, qui parlaient de leur enfant, qui demandaient à ce qu'on en parle en disant il aime le foot, il a 23 ans, il avait 23 ans, Hersch. Il aime le foot, il aime la photo, il allait juste faire la fête avec ses copains à Nova, et puis c'est ce garçon qu'on a retrouvé avec le bras éclaté, vous savez, au niveau de l'image. Et j'ai vu des parents dignes et qui ce soir vont pleurer leur enfant pendant 1 semaine. Et ça fait 11 mois que vous avez des influenceurs, que vous avez des hommes politiques dans notre pays qui nous parlent d'un mouvement de résistance au niveau du Hamas. Ça n'excuse en rien et ça ne justifie en rien, peut-être pour certains, ce que peut faire l'armée israélienne et ce que peut faire le gouvernement israélien qui se défend dans une guerre, et on peut en parler. Mais là, vous avez aujourd'hui des responsables politiques de notre pays qui ne font pas un seul message de compassion envers ces jeunes-là. Et puis, je vais terminer par autre chose, c'est qu'il en reste des otages. Il en reste des otages à Gaza. Vous avez 2 Français. 2 Français. Ofer Kaldomi et Ohad Yaolami. Où sont leurs photos dans notre pays? Bien sûr. À quel moment on parle d'eux dans nos JT? Non, ils sont du mauvais côté de l'opinion, encore une fois. Ce n'est pas de bons otages. Voilà. Et moi, j'aimerais qu'on ouvre les yeux à un moment donné. Il y a une guerre. Soit, mais vous avez des otages, vous avez des parents qui pleurent leur enfant. On a vu ces images de ces parents qui criaient le nom de leur enfant à la frontière de Gaza. Mais il y aura toujours des justifications, il y aura toujours des moyens de dire c'est pas normal. Et puis bon bah voilà, c'est la vie. Non, c'est pas la vie, c'est la mort. Donc moi, simplement ce matin, j'aimerais dire à tous ces gens qui vous disent all eyes on Rafah, tous ces influenceurs, ces personnalités du showbiz. Ok, vous avez le droit d'avoir vos sensibilités, mais soyez juste, ce que vous n'avez pas fait depuis plusieurs mois. Et puis, je terminerai par autre chose, c'est que vous l'avez dit, il y a eu des manifestations en Israël, et ce sont 2 choses différentes. Il ne faut pas dire que parce qu'il y a eu des manifestations, Israël a une responsabilité dans la mort de ces 6 jeunes enfants, 6 jeunes hommes, femmes, par le Hamas. Non. Israël est une démocratie. C'est la seule démocratie de la région. 280 000 personnes dans les rues, simplement de Tel Aviv. Il y en a eu des milliers d'autres dans les autres rues d'Israël. 280 000 personnes pour demander un accord, parce que ces gens-là aiment la vie en Israël. Ces gens-là aiment la vie. Donc, simplement dire que vous avez d'un côté les otages, la guerre à gérer, et de l'autre vous avez ce peuple israélien dont on ne parle jamais, et dont même limite on a envie de dire que c'est normal ce qui leur arrive. Bah c'est pas normal. Voilà. Bien sûr que non, ça peut pas être normal. Des jeunes gens qui n'ont rien demandé, qui sont pris en otage, ce n'est pas normal. Et on fait une distinction aussi avec les prisonniers politiques qu'on argumente en disant mais il y a des Palestiniens dans les prisons israéliennes, sauf que ce sont des prisonniers, ce ne sont pas des otages. Souvent des terroristes, pardon. Prisonniers politiques qui sont des terroristes. Donc effectivement, ça a été un peu... je trouve qu'on n'en a pas énormément parlé de ces 6 otages. Tout à fait anecdotique. Mais on ne parle pas beaucoup non plus. Alors c'est vrai que c'est anecdotique, mais je rebondis sur ce que vous disiez, c'est que les otages français sont finalement assez peu évoqués
Très peu. Par les médias et par les responsables politiques également, comme s'ils étaient des Français à moitié. Ce sont des Français à part entière, en l'occurrence, donc ce qui pose problème. Ensuite, bien évidemment, il faut manifester sa solidarité, sa compassion, son respect pour les victimes et les familles. Surtout, il faut rappeler, c'est ça qui est le plus essentiel, ceux qui essayent de mettre aujourd'hui pratiquement sur un pied d'équivalence ce que constitue le Hamas et ce que constitue Israël, et on voit qu'il y a ce discours qui s'est malheureusement largement infusé dans une partie de la société politico-médiatique, c'est qu'ils commettent une grave erreur. C'est que, en l'occurrence, vous avez d'un côté une société qui est pleinement démocratique, et elle le manifeste encore ce matin, une société qui parfois est en désaccord avec la façon dont son chef du gouvernement, M. Netanyahou, mène les affaires, et de l'autre côté, un mouvement qui est un mouvement islamiste, totalitaire, et dont on peut considérer d'ailleurs que la cause palestinienne n'est qu'un levier pour faire progresser son idéologie. Donc c'est ça les vrais enjeux du débat, et ce n'est pas autre chose en l'occurrence. Donc ce qui est vrai aussi, c'est que moi, je voudrais revenir 2 minutes sur la position française. La position française, elle est quand même finalement, je veux dire, assez contrainte et assez ambiguë depuis le début de cette affaire. On a finalement un président de la République qui semble être pris en tenaille par finalement ce qu'est la société française aujourd'hui. Et il défend une position, qui est une position de dialogue, certes, mais je pense qu'il ne dit pas suffisamment la réalité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et là-dessus, c'est vraisemblablement une faute politique qu'il a pu commettre, notamment le fait qu'il n'ait pas participé à la manifestation au mois de novembre, il faut le rappeler. Mais la voix de la France, malgré tout, qui doit être une voix équilibrée sur le plan diplomatique, n'a pas été vraisemblablement assez forte, me semble-t-il, dans la condamnation de ce qui s'est passé le 7, comme si le président de la République était quelque part, lui-même contraint par la société française. Christophe ? Pour le coup, je ne suis pas toujours un grand défenseur d'Emmanuel Macron, mais je trouve que sur ce sujet-là, je l'ai trouvé plutôt assez clair. Sinon immédiatement, assez rapidement, je l'ai trouvé, oui, contraint par une partie de la société française, mais pas tellement. Je trouve qu'il a une position diplomatique qui a été volontairement active et active dans l'affaire des otages. Je pense qu'on peut pas contredire l'idée que la diplomatie française a essayé, continue, travaille. Personne n'a été abandonné. Médiatiquement, c'est une autre affaire. Et la société française, ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron, et pour le coup, elle différemment malade. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui s'est passé dans notre société, mais qui n'est pas né du 7 octobre. Il faut qu'on regarde les choses en face. C'est-à-dire que le 7 octobre, ça a été quelque chose qui a, non pas ravivé, mais qui a illustré une réalité qui existait dans notre pays, en tout cas dans certaines géographies de notre pays, avec certaines populations. Et on découvre rien. On ne découvre rien. On découvre une violence qui existait par ailleurs. Les actes antisémites existaient. Le fait que les collégiens juifs ne pouvaient plus dans le collège public en Seine-Saint-Denis, ça remonte à 10 ans. Voilà, on découvre que dalle. La réalité de ce pays, c'est que la friction entre une partie de la population et, disons-le clairement, une religion et des gens qui étaient quand même dans cette religion avec les Juifs et avec Israël, écoutez, ça date pas d'aujourd'hui. Sauf que quantitativement, ça a augmenté, et sauf que l'accélération du 7 octobre, ça a été surtout la sidération, au-delà de la monstruosité, ça a été qu'on n'a même pas eu de sanctuarisation. C'est-à-dire que la rue physique et la rue digitale, quelques heures après, elles se sont acharnées contre Israël et contre les Juifs. Moi, je trouve que attaquer le président de la République sur ce sujet-là, ça n'aurait rien changé s'il avait été dans la manif. Il a fait ce qu'il avait à faire sur le terrain diplomatique. En France, plutôt avec les mots, il a été relativement précis et clair. Après, derrière, c'est une affaire qui est tellement inextricable et qui est tellement celle des couloirs, des abris terrifiants, de l'enfer dont vous parliez sur ce que fait le Hamas, que, à part ce que fait Tsahal sur le terrain, écoutez, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec le Hamas. C'est très compliqué. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant et on revient à la politique française et la nomination attendue d'un nouveau Premier ministre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité et nous allons évoquer donc cette attente insoutenable. Nous attendons donc un nouveau Premier ministre. Ultime consultation ce matin. Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, François Hollande et Nicolas Sarkozy sont également reçus. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, Jean-Christophe Gallien? C'est ce temps. Alors maintenant, on veut protéger la rentrée après avoir protégé les Jeux Olympiques, puis protéger l'été, télétravailler depuis la plage, depuis des bateaux. On a le sentiment, si vous voulez, que... Alors, est-ce que c'est une impasse? Est-ce que c'est déjà choisi? Est-ce que, voilà. En réalité, si on regarde bien ce qui reste au président de la République, à partir du moment où Gabriel Attal, qui est quelqu'un qui a été très intéressant ces dernières semaines, en tout cas de mon point de vue, qui lui a dit, mais écoutez, président de la République, monsieur le président de la République, je ne sais pas s'il vous voit, il se tutoie, je pense qu'il se tutoie, ça n'est plus à nous. On ne peut pas envoyer quelqu'un de notre camp, de notre espace politique à Matignon. Ça veut dire que même le bloc central, si vous voulez, il est un peu évidé par le sang, puisque Gabriel Attal est président des députés Renaissance, il est potentiellement le président du parti politique Renaissance, donc ça va être lui le grand chef. Et il dit à son président, enfin ce qui reste de son président en France, c'est pas à nous. Donc ça veut dire que le président de la République, il est obligé de tourner autour de ça. Donc qu'est-ce qu'il lui reste aujourd'hui comme solution, puisqu'il veut pas se mettre en retrait et poser quelqu'un à Matignon qui fasse ce travail de recherche, sinon de coalition, en tout cas de quelque chose qui pourrait ressembler à un gouvernement, pour au moins inaugurer une session parlementaire qui peine, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que pour le coup, on a une élection législative, et puis là, on a encore des gens qui attendent que le président de la République trouve une solution, en tout cas essaie de trouver une solution. Bon, le président de la République, il a certainement effectivement quelque chose en main. Est-ce que c'est dans les territoires? Est-ce que c'est quelqu'un qui est satellisé dans un parti politique? Quelqu'un qui est d'un ancien monde, qu'il a voulu éliminer? Monsieur Cazeneuve, après ça peut être monsieur... Voilà, on a plein de noms qui sortent, mais on n'en sait rien, et finalement tout ça derrière ne donnera pas grand-chose, parce que structurellement, la coalition devrait être tellement nombreuse en termes de partis politiques que ça peut exister. La science politique nous le décrit régulièrement. Regardez, en Allemagne, ils sont que 3. Et ils auront du mal à dépasser l'année prochaine. Ils viennent de perdre des élections ce week-end importantes, et puis ça s'effondre. Est-ce qu'il y a une élection qui vient générale très vite? Oui, une élection générale très vite, potentiellement dans moins d'un an. C'est-à-dire que qui a intérêt à aller se griller avec le budget, avec la réalité économique qui va venir en France? On n'en parle plus beaucoup en ce moment, mais qui est déjà authentifiée pour le premier trimestre comme étant relativement désastreuse. Ouais, il faut être courageux, qu'on soit de gauche ou de droite aujourd'hui, ou qu'on n'ait plus rien à perdre, ou qu'on est tellement bas quelque part qu'on ait besoin de remonter. Alors on pense à des noms, oui, certains passent à M. Borloo, à M. Bertrand, on ne parle plus de M. Bayrou, mais voilà, le président de la République va nous sortir forcément. Il ne peut pas faire autrement à un moment donné que d'envoyer un nom. Quand? Est-ce que c'est mercredi? On l'a dit mercredi. On nous a dit mercredi. Personne ne sait. Certainement que c'est dans cette semaine, mais avec lui, on ne sait plus. Droite, gauche, centre, on sait que si la gauche, si le nouveau Front Populaire n'est pas satisfait, on va avoir des grèves, et puis même s'ils sont satisfaits. Vous aurez des grèves à un moment donné. Donc, parce que Mme Binet a décidé. Non, mais voilà. Et en fait... moi, je suis assez halluciné. D'abord, ça prouve une chose, c'est que le président de la République, il fait ce qu'il veut. Absolument. Voilà. Depuis le début, depuis 2017, ça prouve ça. C'est que depuis 2017, il a toujours été, on en rigolait, le maître des horloges. Il fait ce qu'il veut, voilà. Et ça, c'est un problème. Là, aujourd'hui, c'est un problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez, aujourd'hui, on nous parle effectivement de Cazeneuve, de Xavier Bertrand. On oublie que Carole Delga va aussi être reçue dans la journée. Oui, elle vient des territoires. Elle vient des territoires. On oublie qu'elle va être reçue, que Nicolas Sarkozy va être reçu. Le président de l'AMF aussi. Voilà. Moi, je pense que Emmanuel Macron, il a son plan dans sa tête, que là, il essaie juste de gagner du temps et qu'il essaie de montrer à tout le monde, voilà, coucou, c'est moi le patron, et c'est moi qui vais choisir au final qui sera Premier ministre. Mais la vérité, c'est qu'il est en train de perdre du crédit, parce que nous dire, j'ai protégé les Jeux Olympiques, comme vous l'avez dit, là, aujourd'hui, je protège la rentrée, demain, attention, il faut couvrir les livres, donc il va falloir protéger le temps pour protéger les livres, et puis, je sais pas, mercredi, il y aura autre chose, et vendredi, il sera en télétravail, donc on nommera la semaine d'après le Premier ministre. Le problème, c'est que vous avez un budget à rendre. Il va y avoir un budget, une première version de ce budget à rendre au 15 septembre au plus tard. On vient de décaler, ça y est déjà. Ouais, quasiment. On va la décaler. Mais donc ça c'est son objectif, c'est son premier objectif. Et donc par conséquent, il peut pas nommer n'importe qui pour faire passer ce budget. Donc il est en train de consulter tout azimut, mais pourquoi? Pas pour proposer le poste de
Premier ministre, à Bernard Cazeneuve ou à Xavier Bertrand, à mon sens. Moi, je pense qu'il va aller voir pour leur dire, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir ce ministère-là ou ce ministère-là, pour faire un grand écran de fumée, dire on va mettre tout le monde autour de la table, on aura un Cazeneuve à l'intérieur peut-être, un Bertrand au budget sans doute, et puis après on aura un profil un peu plus technique au-dessus de tout le monde pour faire fonctionner la France pendant un an. Mais même, vous allez voir, pour plus, parce que moi, je vous le dis aujourd'hui, je pense qu'il n'y sera pas l'année prochaine. Arnaud, votre analyse ? Moi, je suis plus sceptique sur le fait qu'ils maintiennent, je veux dire, une législature qui me paraît quand même très, très mal démarrée. Si vous voulez, la vraie question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les institutions de la Ve République peuvent absorber ou non la situation politique dans laquelle le président, finalement, de la République nous a plongé. Moi, j'ai du mal je le pense pas, parce que la réalité, c'est que d'abord, l'Assemblée nationale est ce qu'elle est, et que, au-delà des questions de casting et des questions de nom, le vrai sujet, c'est, si vous voulez, le rapport de force à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qui est hyper contraignant, qui empêche de fait, si vous voulez, la constitution de toute majorité minimale. Je dis même pas de majorité relative, de majorité minimale et de majorité durable. Donc ça, c'est une véritable interrogation, et je pense que le président de la République, oui, peut-être veut donner l'impression qu'il fait ce qu'il veut, en tout cas peut-être pas donner l'impression qu'il fait ce qu'il veut, mais qu'il maîtrise l'agenda et qu'il maîtrise les horloges. La réalité, c'est qu'il ne maîtrise plus rien du tout, je pense fondamentalement, et que le temps finit par jouer contre lui. Oui, mais il maîtrise le temps, pour le coup, c'est lui qui se place en maître des horloges. Il le maîtrise. Il aurait pu très bien, par exemple, dès le mois de juillet, faire ce qu'on faisait sous la 4e République, enfin ce que faisaient les présidents de la République sous la 4e République, c'est-à-dire confier une mission exploratoire à une personnalité politique pour essayer de constituer une majorité. Il l'a pas fait parce qu'il a voulu certainement gagner du temps. Mais le temps joue aussi contre lui. Oui. Parce que quand même, on arrive dans une situation qui est absolument aberrante. C'est-à-dire qu'on va demander aujourd'hui le report du dépôt de projet de loi de finances qui était prévu le 1er octobre. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point aujourd'hui sont dérégler le fonctionnement des institutions dans un pays qui, faut-il le rappeler, est quand même un pays très endetté. L'instabilité ne va pas rassurer quand même les marchés financiers et surtout les créanciers étrangers de la France. Donc il y a aussi cette contrainte-là pour le président de la République. Après, si vous voulez, il n'y a pas de bonne solution. Parce qu'en fait, il ne peut y avoir que des cotes mal taillées. Vous prenez le problème par n'importe quel bout, de toute façon, arithmétiquement, ça passe pas. Sauf à ce qu'il arrive à faire cette grande coalition, ce que je ne crois pas. Il va nommer M. Cazeneuve. Imaginons qu'il nomme M. Cazeneuve, je suis comme vous, je pense que c'est peu probable. Mais nommer Cazeneuve, de toute façon, le problème, c'est qu'il faut que Cazeneuve arrive à fracturer le nouveau Front populaire. Vous constaterez quand même qu'il y a un point important, c'est qu'il reçoit M. Cazeneuve, mais il reçoit aussi M. Hollande aujourd'hui. Oui. Et on sait très bien que M. Hollande n'est pas très favorable à la nomination de M. Cazeneuve aujourd'hui, pour des raisons évidemment qui sont des raisons récemment liées à l'agenda politique de M. Hollande. Donc là déjà il y a un problème. Ensuite, imaginons qu'il fasse une alliance avec la droite, avec le groupe LR. Mais implicite ou explicite. Mais le compte n'y est pas, de la même manière. C'est-à-dire que le problème, c'est que la réalité parlementaire s'impose. Elle est terrible pour le président de la République, et je pense qu'à terme, moi c'est mon interprétation, je suis peut-être trop gaulien dans mon interprétation des institutions, mais l'esprit de la Constitution, c'est-à-dire que s'ils voulaient remettre véritablement sur leur rail aujourd'hui les institutions de la Ve République, il faudrait qu'il en tire les conséquences à titre personnel. Il a été battu 2 fois massivement en 3 semaines. Il ne le fera pas. On peut le regretter pour le pays et pour les institutions. Alors, on va y revenir, on va marquer une pause et je vous donne la parole dans un instant. Alexandra Spinera, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous en étions sur les consultations. On nous dit sur les réseaux que Bernard Cazeneuve est resté 1h15, qu'Emmanuel Macron l'a raccompagné sur le perron et lui a fait la bise. Voilà, notre... Oui. Non, mais vraiment, c'est intéressant pour le coup. Parce qu'on sait qu'ils se détestent normalement, mais bon. Oui, on va pas rentrer quand même. C'est important, ils ont gouverné ensemble, Alexandra. Ils ont gouverné ensemble pendant 3 ans et demi, on sait que les relations n'étaient pas du tout bonnes.
mesurer combien l'arrivée de M. Cazeneuve en tant que Premier ministre, ce serait une espèce de prodigieux retour en arrière. Mais visiblement, les observateurs ont l'air de dire que ce ne sera pas Bernard Cazeneuve. On évoque le président du Conseil économique, social et environnemental, c'est notre confrère. Donc on va faire de la politique avec un non politique. Voilà, j'attends de voir. Néanmoins, moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que on a eu Elisabeth Borne. D'accord ? Elle n'était pas majoritaire. Parce que tout le monde dit oui, personne n'aura la majorité. Elle avait 250. Non, mais elle n'était pas majoritaire. Oui. Elle a je crois qu'à 9 voix près, elle a failli se prendre une motion de censure. Mais ça s'est terminé par une dissolution. Oui, certes. Mais voilà, donc... En tout cas, ce qui est acté maintenant, c'est que l'alliance des contraires, le en même temps, ça ne fonctionne pas. Je crois que là, tout le monde est d'accord, les macronistes compris. Donc maintenant, attendons. Moi, attendons. On a que cette solution de toute façon, parce que mais je rappelle quand même que la nomination du Premier ministre, c'est la prérogative du président. Pointe à la ligne. Qui ne serait pas censuré ? C'est la vraie question. Mais il y en a plein. Hein. Honnêtement, il y en a plein. Si vraiment ils consultent et qu'ils travaillent dans ce sens-là, après ça durera peut-être qu'un an, ça durera 2, 3, j'en sais rien. Mais vous pouvez vraiment mettre des gens autour de la table, parce que c'est la responsabilité du chef. Non mais c'est non mais j'ai pas dit tous. Vous pouvez mettre quelques personnes autour de la table et c'est la responsabilité du chef de l'État de le faire. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des oppositions dans ce pays qui ne veulent pas travailler ensemble non plus. Voilà, je veux dire, les LR, on en parlait, les LR, je veux dire, Nicolas Sarkozy, qui est leur chef historique, dit il faut se mettre autour de la table. Laurent Wauquiez n'a pas envie parce qu'il a l'agenda de 2027. Donc en fait, il y en a plein qui sont prêts à mettre en danger le pays. Attendez. Le président de la République, y compris, qu'il a fait en faisant une dissolution au mois de juin dernier, il y en a plein qui sont prêts à mettre en danger le pays pour des agendas personnels aussi. Non, mais moi, je suis pas là. C'est pas que des agendas personnels. Moi, je pense qu'on peut pas dire ça. Le président de la République, il appuyait sur un bouton. Nicolas Sarkozy, oui, en effet, c'est pas le pays qui l'intéresse. C'est que Laurent Wauquiez soit pas en situation d'être candidat et surtout victorieux en 2027. Donc, faut arrêter avec la plaisanterie. Il est satellisé lui aussi, même s'il donne des coups de téléphone et qu'un bon. Donc, la difficulté, c'est ce qui a été présenté. Et je vous le redis. L'Assemblée aujourd'hui nationale, c'est comme une Assemblée nationale qui serait sortie de la proportionnelle. Il y a tellement de groupes, parce qu'il y a tellement de partis politiques, que c'est fini à l'intérieur. Le seul qui est le plus gros, c'est le Rassemblement national, qui lui-même tout seul ne pourrait pas. Il lui faudrait beaucoup d'alliés pour là aussi créer une majorité. Et de l'autre côté, la seule pugnacité qu'on a vu venir, il faut le rappeler quand même, la seule pugnacité politique, c'était le NFP. Celui qui s'est proposé, qui a dit je veux y aller, et j'ai donné un nom, et depuis le mois de juillet, c'était la chance d'ailleurs du président de la République que de dire mais allez-y, donnez-nous un nom, fabriquez un gouvernement, on verra ce qui se passe derrière. Aujourd'hui, on en est encore au même endroit et personne ne veut y aller, sauf des gens qui sont satellisés. Quand monsieur Lisnard, vous le disiez hors antenne, veut y aller, il y va même pas au titre de l'AMF, il y va à titre personnel. Quand monsieur Xavier Bertrand y va à titre personnel. Quand ils sont tous à titre personnel. Ça, c'est pas la France. Ça, c'est pas. Et alors, ils y vont. Attendez, ils y vont pour sauver la France. Ils y vont pour sauver je ne sais quoi et je ne sais qui, tout en sachant que ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas 15 jours parce que, encore une fois, l'Assemblée est ce qu'elle est aujourd'hui, elle a le résultat de cette élection et ça ne tiendra pas. Donc inévitablement, vous aurez d'ici un an une nouvelle dissolution et une fois que la nouvelle dissolution aura donné son résultat, si ça donne une majorité qui est peut-être relative comme auparavant, mais gouvernement potentiellement tenant et pouvant gouverner, ça marchera. Sinon, vous aurez une mise, non pas en accusation, mais une mise en responsabilité cette fois-ci du président de la République. Ça ne pourra pas faire autrement. Cette situation aujourd'hui est intenable parce qu'elle est pilotée depuis l'Élysée. Mais... On aura peut-être une chance si quelque chose se passe à Matignon, mais c'est la seule hypothèse. L'Assemblée nationale, est-ce qu'elle est Vous n'aurez pas de solution réellement durable. La question posée, Arnaud, c'est est-ce que les institutions, est-ce que la 5e est assez forte pour... Le problème, moi, je pense que la 5e, elle a été faite en effet autour quand même du fait majoritaire. C'est-à-dire qu'elle fonctionne... Dans cette hypothèse-là, on a un champ politique qui est aujourd'hui tellement disséminé qu'il est extrêmement difficile de constituer des majorités. Et on l'avait déjà vu lors de la précédente législature. Je voudrais quand même revenir sur, je ne sais plus qui parlait des LR tout à l'heure, mais les LR ne sont... La position de Wauquiez, il n'est pas contre la possibilité, éventuellement, de construire quelque chose pour permettre à un gouvernement d'exister et de gouverner sur la durée. Il a proposé depuis le début un pacte législatif. C'est clair, ça veut dire que c'est une sorte de soutien
sans participation, de fait. Il dit, nous ne participerons pas à un gouvernement, mais nous sommes prêts à nous engager sur un certain nombre de points qui sont absolument à nos yeux décisifs pour redresser la France sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, il a fait quand même une offre de service à l'actuelle majorité. On ne peut pas dire qu'il est dans l'opposition ou qu'il est dans la volonté de bloquer. Il est évident qu'il y a quelques intentions derrière, quelques idées derrière sa tête. C'est qu'il veut pas non plus engager trop les LR pour pas qu'on lui reproche ensuite si l'expérience échoue, ce qui pourrait nuire à ses éventuelles visées présidentielles. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, pour revenir à la question, en effet, les institutions de la Ve République, elles sont ce qu'elles sont. Mais elles ont eu un grand avantage jusqu'à maintenant. Elles ont permis à la France, depuis 75 ans, de traverser toutes les grandes crises. C'est quand même la force de ces institutions, sociales, économiques, politiques, géopolitiques. Donc on les a beaucoup critiquées, mais ce sont les institutions qui, parmi les institutions républicaines dont la France s'est dotée depuis que la France est une république, qui ont duré le plus longtemps et qui ont été efficaces. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que j'entends une petite musique. C'est-à-dire en disant, mais regardez, finalement, sous la 4e ou sous la 3e, ça se passait pas mal. La réalité, c'est que quand même, il faut rappeler la fin de la 3e et la fin de la 4e République. La fin de la 3e République, c'est la débâcle de juin 40. On fait mieux, quand même. En l'occurrence, c'est l'incapacité d'un État à se réformer durant tout l'entre-deux-guerres. Et ça a fini par l'État français, par Vichy. Bon, vous voyez. Et la deuxième séquence, c'est finalement la 4e République. On sait comment ça se termine, par un coup d'État militaire et le retour du général de Gaulle au pouvoir. Donc, quand on me présente, si vous voulez, les régimes de coalition comme finalement, je veux dire, une avancée, j'en doute beaucoup parce que l'histoire de France nous montre que ça n'a pas été le cas. Ça serait un recul. Donc voilà, et donc la 5e, elle peut fonctionner, mais dans le modèle politique qui est le nôtre aujourd'hui, que nous traversons, moi j'ai les plus grands doutes. Et encore une fois, moi je pense que... Alors, quel est le sujet du président de la République? C'est de remettre très vite, en effet, un gouvernement à Matignon, parce que il faut éviter absolument ce gouvernement soit censuré immédiatement. Vous savez, il a des objectifs à 24 heures, le président de la République aujourd'hui. Éviter la censure d'un gouvernement pour pouvoir quand même faire voter un projet de loi de finances. Après, advienne que pourra, on rentrera dans une autre séquence. Je suis pas sûr qu'il y réussisse. Jamais un gouvernement démissionnaire n'aura duré aussi longtemps. Même sous la 4e. Tout à fait, il est dit même sous la 4e. Un auditeur pose la question de savoir si le budget n'est pas voté le 15, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est compliqué. Non, c'est pas tant, c'est la présentation au Parlement. Non, c'est pas le cas. Le budget sera voté plus tard. Bien plus tard. Là, en fait, ce qu'on va retarder, c'est la présentation au Parlement. Donc ça, c'est pas trop grave. Ça va juste faire en sorte que les députés et les sénateurs vont devoir travailler un peu plus vite, un peu plus longtemps, ainsi de suite. Ça, c'est pas un grand sujet. Le grand sujet, c'est qu'est-ce que ça représente un budget. Le budget, c'est aussi des choix politiques, c'est des orientations claires. Les acteurs économiques, les acteurs territoriaux ont besoin de comprendre dans quel monde on va vivre au moins l'année prochaine, si vous laissez ça. En tant que patron d'entreprise, moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est. Mes partenaires européens, je vous parlais de mon activité. J'ai adoré ce que le président de la République a fait en Serbie, je vous le redis. Ah oui, c'est vrai, ce week-end. Non, mais j'ai zappé votre non, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave, mais parce que j'ai déjà dit que ce qu'il avait fait autour de Gaza et d'Israël était plutôt bon. On va pas faire deux fois, sinon après on va dire que je suis un supporter. mais la réalité, c'est que c'est vrai. Et donc on a besoin, on vit pas dans un monde fermé, on vit avec des partenaires, vous avez dit économiques et financiers, des partenaires européens qui nous regardent. Certains en profitent. Je peux vous dire qu'en ce moment, pour fabriquer la commission à Bruxelles, je parle pas des ceux qui seront les ministres, les commissaires, mais ce qui se passe à l'intérieur, je veux dire que d'autres en profitent et profitent de nos absences comme ils le font au Parlement. Donc on a une réalité qui fait qu'on a besoin d'avoir des orientations. Maintenant, on peut se le dire, regardons les choses en face. Il n'y a pas de stabilité potentielle à l'Assemblée nationale et il n'y aura aucune volonté politique de stabilité potentielle. Et faites ce que vous voulez, vous aurez donc des élections dans moins d'un an. Et que vous vouliez avoir des acteurs extérieurs, territoriaux, je sais pas lesquels qui sont, on s'en fiche, qu'ils soient Borloo et compagnie. On s'en fout aujourd'hui, la vie politique, c'est pas ceux-là. Ce sont ceux qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat éventuellement. D'ailleurs, entre parenthèses, les sénateurs, ils sont où? Ils les entend pas beaucoup. Non, on les entend pas. Ils ont proposé avec Bruno Retailleau ils sont un peu cachés quand même dans leur tranquillité. L'archer a été reçu. Oui, il a été reçu, mais on n'a pas beaucoup entendu. Alexandra Spinetta. Je rappelle quand même que les LR sont la première force parlementaire de ce pays.
On oublie de le dire. Le RN, non. Voilà. Ah oui, avec le Sénat. La force parlementaire, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Parlementaire, oui. Parlementaire, absolument. Et quand on voit la stabilité que représente le Sénat, c'est pas... Et vous êtes une force territoriale. Absolument, très et importante. Monsieur Lisnard devrait y aller en tant qu'LR. Un mot sur Monsieur Baudet, un auditeur m'envoie ça. Franc-maçon, Monsieur Baudet est un homme de réseau. Il a mis les siens au service de sa campagne, commencé tôt pour faire en sorte que sa candidature s'impose d'elle-même, etc. D'autres soutenus par les syndicats. Voilà, donc franc-maçon. Non, je sais pas. Enfin, je pense pas que les Français aient voté encore une fois aux dernières élections pour avoir Monsieur Baudet. Mais enfin, peut-être que le président de la République interprète comme ça les résultats. Moi, je ne crois pas à la politique par les mots politiques. Ça ne fonctionne pas. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a jamais fonctionné. Est-ce qu'il y a eu des premiers ministres non politiques? Ici, par exemple, quand Georges Pompidou est nommé, il est pas Pompidou nommé succédant à Michel Debré n'est pas considéré comme un politique. Il est considéré comme un banquier à l'époque d'ailleurs et comme un collaborateur du président de la République. Mais après, Pompidou était quand même très politique par ailleurs. Il l'a démontré et il a été élu d'ailleurs par la suite. Madame Borne, quand elle arrive, elle n'est pas considérée comme politique. Elle a été ministre, mais pas élue. Oui, quand même. Chef d'entreprise. Non, moi, ce que je trouve un peu regrettable et un peu affligeant dans tout ça aussi, il faut bien le dire, en faisant ça, le président de la République, il donne une image détestable de la politique. Complètement. Parce que quand vous voyez une première ministre imaginaire, la personne de Lucie Castel qui bat tout l'été, on a l'impression vraiment que elle est aux affaires et qu'elle s'y voit. Non, mais quand vous voyez hier Ségolène Royal chez vos confrères d'RTL qui nous annonce qu'elle a réfléchi à un gouvernement. Elle a composé son gouvernement. Et qu'elle pense qu'il faut travailler en binôme. Bon, franchement, c'est affligeant. Vraiment, c'est affligeant. Quand vous voyez, pareil, je suis désolé, vous voyez ces noms fleurir, le maire de Saint-Ouen, qui est quelqu'un de très respectable au passage, sincèrement. Karim Bouamran, qui a fait campagne tout l'été en disant que il irait, mais qu'il n'irait pas, mais peut-être qu'il irait. Non, laissez-moi finir. Ce que je veux dire par là, Alexandra, c'est simplement que franchement, tout le monde se voit à un poste qui est quand même le poste de Premier ministre. C'est pas n'importe quoi. Tout le monde s'y voit, tout le monde donne son avis, tout le monde dit moi je peux y aller. Et puis après, vous avez pareil, Karim Bouamran qui se fait prendre un parti en disant mais non, finalement j'irai pas. Hier, c'était affligeant aussi, ça, ces images au congrès du Parti socialiste. Bref, il répond à des questions qu'on lui pose. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Alexandra, vous savez très bien qu'il est en campagne tout l'été, ce maire de Saint-Ouen, et qui encore fait du très bon boulot pour sa ville. Je ne peux pas être suspecté d'être un soutien politique du maire de Saint-Ouen. Évidemment. Néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que toute l'authenticité, tout le crédit qu'on devrait avoir pour ce monde politique, en faisant ce genre de choses, en prenant ce genre de temps, il est foutu en l'air aussi. Ce sont les journalistes qui ont sorti son nom du chapeau et donc. Mais c'est vrai, mais c'est un peu en contradiction avec ce que vous disiez, Jean-Christophe Gallien, c'est-à-dire personne ne veut y aller. Il y a beaucoup de promotions. Mais ce sont des gens qui, si vous regardez les partis politiques aujourd'hui, ceux qui se proposent sont des gens satellisés ou de l'ancien temps ou qui sont en situation d'opportunisme politique, vraiment. La réalité, c'est qu'encore une fois, les partis politiques sont là, ils sont peu puissants à l'Assemblée parce qu'ils sont entre 35 députés, 80, 150 pour le Rassemblement national ou 147 exactement. Mais la réalité, c'est que ce paysage politique éclaté, il correspond aussi à des partis politiques, il correspond à une offre politique, il y a des patrons politiques. On voit bien qu'au PS, ça tient, d'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit. Non. Pourquoi ça tient ? Vous savez pourquoi ça tient au PS ? Parce que la prochaine élection a lieu dans moins d'un an, je vous le redis. Vous croyez que des députés socialistes ont envie de se désolidariser de la NFP ou du NFP ? Jamais de la vie. De LFI. Parce qu'ils ont besoin des électeurs. Exactement, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça qu'ils ne partiront jamais et que là aussi les choses resteront en l'état. Donc les partis politiques sont ce qu'ils sont et à côté il y a des personnalités ça et là, mais c'est pas ça la vie politique. La vie politique, c'est pas des personnalités qui s'autopromotionnent comme Madame Royal qui dit attendez, moi j'ai pensé à un gouvernement. La réalité, c'est que le président de la République va quand même sortir un nom à un moment donné. Ce nom-là va avoir une responsabilité extrême. Qu'il soit un techno, j'espère que non, parce que alors pour le coup, ça veut dire qu'il a lessivé la politique à un point qui nous retombera dessus. Et je sais ceux qui, depuis leur aventat, en profitent et en touchent les dividendes pour certainement les valider et les valoriser dans moins d'un an. Je vous le redis encore une fois, qu'on entend peu, qui parlent peu, qui écrivent un petit peu. Mais c'est tout ce qui va se passer. Et pour le pays, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une crise politique grave et qu'on est relativement malade politiquement aujourd'hui et que c'est inquiétant par rapport, je vous le dis, à l'économie l'année prochaine. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les 7 et 8.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous jusqu'à midi pour débattre et commenter l'actualité. L'actualité, c'est évidemment cet abominable fait divers, hélas, trop souvent répété dans l'actualité ces temps-ci. Décès de cette petite fille, Camilla, 7 ans, fauchée par un chauffard et non pas par un motard. Je vois que l'AFP parle d'un motard. Non, les motards, oui, c'était un motard car il était à moto. Néanmoins, les motards, normalement, respectent, quand ils se définissent comme motards, respectent les règles et les limitations de vitesse. Donc, il y a eu ça. Il y a eu des refus d'obtempérer avec la mort d'un gendarme. C'est absolument dramatique. Et puis la question, moi je ne sais pas si on doit débattre de ça, de savoir si le juge des libertés a eu raison de remettre en liberté ou pas. C'est toujours compliqué d'avoir un regard sur une affaire dont on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Certes, mais c'est vrai que en termes d'image, en termes de médiatique, c'est insupportable pour les parents. Mais vous avez raison de rappeler que c'est le jeu normal de la procédure pénale. Voilà, c'est ainsi. Il y a un juge des libertés et de la détention qui a pris cette décision. Vous noterez quand même que le parquet général a expliqué qu'ils allaient très vite. Ils ont évidemment fait appel et ils ont expliqué, fait inédit, qu'ils allaient vite audiencer les faits parce qu'ils comprennent qu'il y a un vrai sujet d'opinion. Maintenant, oui, je crois qu'en fait, il faut revenir à un petit peu plus de répression. Ouais. Mais par où commencer, en réalité ? Puisqu'on voit bien qu'il y a quand même une vraie idéologie du juge des libertés et de la détention. Oui. On le voit bien. Parce qu'il y a quand même une espèce de laxisme. Alors, il n'empêche que, certainement, ce chauffard... devra aller en prison, mais dans quel délai ? Parce que le problème, c'est que si c'est audiencier dans 3 ans, que ce chauffard a repris une vie normale, a un emploi, a fait un enfant, ce seront des raisons supplémentaires pour qu'il n'aille pas en prison et qu'il n'ait donc pas, aux yeux de l'opinion et aux yeux légitimement de la famille des victimes, de conséquences réelles. C'est ça qui est terrible, en réalité. Mais ça, c'est un drame absolu, tout comme l'est celui du gendarme fauché, encore une fois, pour refus d'obtempérer. Les situations ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, les délits routiers en France ne sont pas assez punis. Ça, c'est une chose qui est assez claire. Regardez, je rappelle l'histoire également du cuisinier Yannick Aleno, dont le fils a été tué après un délit de fuite. La personne n'est pas jugée et est en liberté. C'est incompréhensible. Oui, alors après, dans la décision de juge de liberté, il y a par exemple 3 critères importants. Il y a le fait qu'il y a une menace répétitive potentielle. Il y a le fait qu'il puisse s'en aller. Donc il faut donner les garanties. Et 3, l'interdiction d'aller influencer, si vous voulez, l'univers de l'affaire, si en gros. Donc c'est principalement, il y en a 3 autres, mais on ne va pas les citer. Moi, je suis assez d'accord. Il devrait y avoir un 7e critère qui est la réalité de ce que ça représente. Au-delà du fait qu'il ait ou pas un casier, qu'il soit récidiviste, pas récidiviste, ainsi de suite. Il y a quelque chose qui touche à une petite fille, il y a quelque chose qui touche à un urbain et qui fait que l'expression projetée, si vous voulez, de cette quelque chose qui peut apparaître alors qu'il n'y a pas de jugement, évidemment, qu'on est dans une autre situation. C'est l'idée de l'impunité. L'idée que quelque part, quoi qu'on fasse, si vous voulez, et je pars du commencement de ces quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas... bien sûr que ça, c'est terrible, tuer quelqu'un, mais il y a en permanence des refus d'obtempérer qui sont pas des refus d'obtempérer à véhicule. Non. Demandez à un policier aujourd'hui, dans Paris, on va pas aller plus loin, dans Paris, c'est facile de demander à des jeunes gens de 12 ou 13 ans, filles ou garçons, de s'arrêter, de respecter, de leur demander de montrer leur papier d'identité s'ils ont fait quelque chose, ou en tout cas de s'arrêter. Normalement, à 12-13 ans, on n'a pas de véhicule. Non, je dis pas de véhicule, je dis, justement, il y a le d'obtempérer ne nécessite pas un véhicule, ni de trottinette, ni de vélo, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que le rapport à l'autorité, on fait la rentrée aujourd'hui scolaire. Vous vous rendez compte, on est sur les histoires de téléphone. Vous vous rendez compte qu'on sait des choses de ce type. Mais bien évidemment qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de téléphone, qu'on ne soit pas obligé de demander aux enfants de laisser leur téléphone et d'arrêter de communiquer. Mais c'est ce rapport à l'autorité qui touche donc les parents, qui touche la communauté. Quand une jeune fille est violée parce qu'elle est juive à 12 ans par 2 enfants de 13 ans, vous vous rendez compte dans quel contexte vivent ces 2 garçons?
garçons. C'est la justice des mineurs. Non, mais attendez, ça veut dire dans quel contexte on vit, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'intervenir quand quelqu'un, malheureusement, vient de faire un refus d'obtempérer à 22 ans, 23 ans en voiture. Il faut intervenir avant sur tout ce qui contrevient au respect de ce que sont nos institutions, l'autorité, la relation aux autres. Et tant que vous ne le ferez pas dès le départ, vous accumulez des déficits qui font que vous allez perdre la bataille. Alors, un mot, sur le sujet précis du chauffard, vous savez, on a enlevé parmi les motifs, parmi les critères de la détention, on a enlevé celui de la notion du trouble à l'ordre public. Oui. Ben justement, j'allais revenir là-dessus. Pardon, mais je trouve que ça, c'est un point important. Parce que l'idée que cet homme soit en liberté alors qu'on enterre cette petite fille, c'est un trouble majeur à l'ordre public. Mais bien sûr. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on a quand même le pouvoir. On a mis en prison les policiers qui. Non, mais c'est insupportable. La décision a été rendue avant l'annonce de la mort de cet enfant. Oui. Ça, c'est important de le dire aussi. Parce non, pardon, Alex. Désolé, non. Mais, on savait très bien qu'elle. Je suis désolé de le dire. Les médecins avaient dit que c'était terminé. Le père lui-même avait dit que c'était terminé. Très bien, mais j'ai pas dit que la décision était juste ou pas. Je dis simplement que la décision a été donnée avant l'annonce officielle par le papa, d'ailleurs, qui était d'une dignité incroyable hier, quand il a annoncé cette malheureuse nouvelle. Et donc, le parquet qui avait saisi cette décision va revenir et va prendre en compte aussi. La chambre de l'instruction va statuer, certes. Bien. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas normal, que cette décision n'est pas normale, que ce jeune homme qui soit dehors est un chauffard et pas un motard. Pour chacun d'entre nous, c'est insoutenable. Moi, la seule chose que je dis, c'est que normalement, dans l'arsenal législatif français, vous avez tous ces moyens pour pouvoir faire en sorte de sanctionner normalement, parce que ça serait normal que ce chauffard ne dorme pas chez lui hier soir et avant-hier soir, mais que vous ne le faites pas. Pourquoi ? Parce que je pense que politiquement, il y a des magistrats, pas tous, attention, il y a des magistrats qui ont des visées politiques et quand on entend aussi des chercheuses, on va pas en parler ce matin, mais des chercheuses qui vous font des parallèles avec des films, du romantisme ou quoi que ce soit. Bon, politiquement, vous avez dans le corps magistrat des vrais problèmes d'idées. Et puis deuxièmement, au-delà de l'arsenal législatif, vous avez aussi tout son pendant qui fait que vous pouvez ne pas appliquer l'arsenal législatif qui est normalement décidé par le pouvoir politique, par toutes ces choses-là. Et ça, il faut qu'on pose vraiment la question sur la table en disant mais pourquoi vous avez tout et son contraire dans notre arsenal législatif et judiciaire ? La vraie question, elle est là aussi. Oui, enfin, il y a l'humain aussi, le juge. Oui. Et ça, je suis d'accord. C'est l'arbitraire du juge. Non, mais c'est totalement dévastateur en termes d'opinion publique, parce que déjà, quand vous regardez toutes ces études d'opinion, elles montrent que les Français n'ont pas confiance dans leur justice, qu'ils n'ont pas confiance dans les magistrats, qu'ils considèrent qu'en effet les magistrats sont laxistes. Clairement, la décision qui a été prise, alors certes le parquet a fait appel, et tant mieux en l'occurrence, mais la décision qui a été prise dans le contexte que l'on sait, c'est-à-dire tout le monde savait que la petite fille malheureusement ne pouvait pas vivre, est une décision qui ne peut que scandaliser, y compris ceux qui considèrent que la justice agit en fonction d'un certain nombre de principes. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a surpris, c'est que finalement le motif de trouble à l'ordre public ne soit pas mis en avant, ne soit pas excipé. Il a été retiré de l'arsenal. Oui, je sais, il a été retiré de l'arsenal, mais ça veut dire que on n'aurait jamais dû le retirer de l'arsenal. Parce que là, en l'occurrence, si vous voulez, c'est une variable extrêmement importante pour justement, à un moment donné, éviter ce type de décision. Bien sûr. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.